Le premier exemple concerne le débat sur les méthodes d'apprentissage de la lecture et le débat entre partisans de la méthode globale ou idéovisuelle et partisans de la méthode phonique ou synthétique. La méthode globale, dans la vision du docteur de Crowley, se fonde sur deux principes, deux idées. L'idée que la lecture est essentiellement un processus visuel basé sur l'association entre les signes écrits et des concepts, comme l'indique justement le terme de méthode idéovisuelle utilisé par de Crowley lui-même, et d'autre part la notion de syncrétisme enfantin, la préférence du jeune enfant pour le global sur le détail, une idée, une conception qu'il reprend au psychologue Édouard Claparède au début du siècle. Ces deux croyances, ces deux idées importantes ont progressivement été battues en brèche par les connaissances accumulées au cours des 50 dernières années. Alors, Claparède présente comme suit la notion de syncrétisme. Si nous contemplons un arbre, nous le verrons bien différemment si nous le regardons en promeneur ou au contraire en botaniste. Dans un cas, notre vision sera globale, dans l'autre, elle sera analytique. Or, l'enfant n'a évidemment au début de l'intérêt que pour l'objet en bloc, considéré comme une masse colorée plus ou moins étendue. Pour celui-ci, le mot ou même la phrase forment un dessin dont la physionomie générale le captive bien davantage que le dessin de l'être isolé qu'il ne distingue pas dans l'ensemble. Ce fait de la vision de l'ensemble, de la perception de la physionomie générale des choses, est si marqué chez les enfants qu'il mérite un nom spécial. J'ai proposé de lui appliquer celui de syncrétisme, sous lequel Renan désigne cette première vue générale compréhensive, mais obscure, inexacte, où tout est ensassé sans distinction. Mais ce que Claparède et de Crowley dénomment syncrétisme n'est pas le propre du jeune enfant. Chez l'adulte, tout autant, un certain nombre de travaux montrent que l'attention se porte naturellement sur les objets plutôt que sur leurs détails et sur la signification des phrases plutôt que sur leurs particularités sonores. Et je parie d'ailleurs qu'une partie, au moins d'entre vous, n'auront pas remarqué que j'ai dit signification et pas signification. C'est donc plus le contrôle de la focalisation de l'attention qu'un ordre fixe de développement qui est en jeu. D'autre part, lire, ce n'est pas simplement associer des images à des idées. Lire est une habileté linguistique et pas simplement un processus d'association idéovisuelle. L'image d'une scène peut, elle, évoquer directement une idée. Par contre, l'interprétation d'une phrase ou d'un texte écrit passe par le langage. Ainsi, de nombreuses études ont démontré que la lecture silencieuse chez l'adulte fait appel aux mêmes régions cérébrales que celles qui sont engagées dans le traitement de la parole, du langage parlé. C'est donc avant tout par l'intermédiaire de la connaissance de la langue que le contact avec l'écrit pourra s'établir. Bien sûr, il s'agit ici d'une connaissance implicite, non consciente, acquise graduellement et de manière incidente au cours de toutes les interactions langagières que l'enfant, à partir de la naissance, a avec les personnes de son entourage. Et il ne s'agit pas d'une connaissance explicite comme celle du linguiste ou du grammairien. Par contre, la lecture, elle, ne s'acquiert pas par imprégnation graduelle. Elle demande un apprentissage formalisé, elle exige de la part de l'apprenant volonté, attention, concentration, et elle engage les connaissances explicites. Dans le système d'écriture alphabétique, les éléments de la notation écrite, les lettres, correspondent de manière quasi systématique aux plus petites unités de la chaîne parlée, les phonèmes. Et de très nombreuses recherches ont montré que la compréhension de ce principe et la connaissance des associations entre les phonèmes et les lettres ou groupes de lettres constituaient un passage obligé dans l'apprentissage du langage écrit. Comprendre ce qu'on appelle le principe alphabétique exige non seulement de porter l'attention sur la forme sonore
des messages plutôt que sur leur contenu, leur signification, mais également d'analyser cette forme sonore pour repérer les phonèmes. Et cette activité d'analyse constitue une source de difficulté pour les enfants avant 6 ans, avant le début de l'apprentissage. Demandez à un petit de 4 ans ou de 5 ans combien de sons il entend dans un mot comme chapeau, il répondra très probablement 2, dénombrant ainsi les syllabes. On pourrait croire que c'est une sorte de confirmation du syncrétisme, mais il n'en est rien. Pour la plupart des enfants, pour peu qu'ils bénéficient des stimulations appropriées, la découverte de ces unités élémentaires vient assez rapidement. L'illustration sur la diapo provient d'un mémoire de fin d'études en logopédie d'une étudiante qui a travaillé avec moi, Myriam Koudad, dans lequel elle a comparé une procédure visuelle et une procédure visio-tactile ou visio-haptique pour l'apprentissage de quelques correspondants entre 6 lettres, c'était des symboles nouveaux pour les enfants, et 6 phonèmes. Et elle a montré qu'effectivement, la combinaison des différentes modalités avait un effet favorable. L'importance de l'analyse en phonèmes et de la compréhension de ce principe de correspondance, principe alphabétique, est maintenant bien connue et je pense généralement admise par les enseignants. Ces connaissances peuvent guider la conception de séquences d'apprentissage, elles peuvent aider à identifier les difficultés particulières de certains enfants et à comprendre un certain type d'erreurs. Est-ce que cela conduit à des prescriptions en matière de méthodes d'enseignement ? Oui, dans la mesure où ça invite à rejeter des méthodes d'apprentissage de la lecture et de l'écrit qui ne tiendraient pas compte de ces connaissances et qui négligeraient de porter l'attention sur l'apprentissage du code. Et on doit donc conclure sur la base des connaissances actuelles que des méthodes qui feraient l'impasse sur l'apprentissage des relations entre lettres et groupes de lettres et phonèmes constituent une fausse piste, voire un danger.